Naï. Nous sommes heureux d'accueillir comme première communication aujourd'hui celle de Philippe Cavestan, philosophe, professeur de chaire supérieure en classe préparatoire au lycée Janson de Sailly à Paris, agrégé et docteur en philosophie HDR. Il est aussi président de l'école française de Daseinsanalyse. Voilà. Alors, le dernier ouvrage paru chez Vrin en 2021, c'est Tomber malade, devenir fou, essai de phénoménologie existentielle. Voilà, vous avez aussi publié, je crois, en janvier, dans la revue Philosophie, un article intitulé Du narcissisme à la surestimation de soi. Et votre intervention d'aujourd'hui portera sur la notion de choix originel, telle qu'elle apparaît chez Sartre, un auteur que vous connaissez bien, mais interrogée cette fois-ci à l'aide de la notion de destin, prise chez Heidegger, Léopold Zondy et Claude Romano, philosophe contemporain. Allez-y. Merci pour ces quelques mots, pour cette présentation. Si je peux poser ça, ce sera encore plus commode. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, merci à l'Association internationale Henri Maldinet de m'accueillir, de me donner la parole. Merci aussi à l'Université catholique pour l'accueil. Merci à Jean-François Ray. C'est un plaisir d'être là et de participer à cette journée. Et donc, je voudrais intervenir sur le thème « Être soi-même », c'est le titre de ma communication, « Être soi-même entre liberté et destin ». Alors, je voudrais prendre un point de départ un peu particulier, un peu singulier. C'est ce qu'on appelle la dysphorie de genre. Et je suppose que vous en avez entendu parler. C'est une question qui, je dirais, est de plus en plus d'actualité, curieusement. Et de quoi s'agit-il très brièvement, très brièvement. Il s'agit donc d'hommes, alors je vais mettre des guillemets, parce que là, ça devient problématique. Il s'agit donc d'hommes qui souffrent d'être nés dans un corps de sexe masculin, alors même qu'ils sont des femmes, qu'ils disent. Et inversement, il s'agit donc de femmes, entre guillemets, qui se plaignent d'être nées dans un corps de sexe féminin alors qu'elles sont des hommes. Et donc, dans un cas comme dans l'autre, il y a dysphorie, inadéquation entre le genre et le sexe. Qui résulterait, alors là, il y a différents propos, cette inadéquation résulterait, pour ainsi dire, c'est une expression qu'on entend, d'une erreur de la nature. La nature se serait trompée. Au moment de ma naissance, elle ne m'aurait pas mis dans le bon corps. D'accord. Alors, le phénomène, à vrai dire, n'est pas nouveau. Il est même relativement ancien. Alors, je ne vais pas remonter à Esquirol, mais on peut rappeler quand même, pour mémoire, que le premier cas de transsexualisme recensé par la clinique scientifique est celui d'un médecin hongrois. Donc, Kraft Ebing offre une description détaillée dans sa Psychopathia Sexualis en 1886. C'est pour avoir un repère historique, 1886. Le terme même de transsexualité, de transsexualisme, est proposé pour la première fois en 1912 par un docteur qui est devenu célèbre, le docteur Magnus Hirschfeld, de l'Institut des sciences sexuelles de Berlin. Et à cette époque, donc, le transsexualisme est considéré comme un phénomène pathologique auquel il serait possible de remédier grâce à la chirurgie. Et il faut bien penser toute cette affaire avec les progrès de la chirurgie. Progrès entre guillemets peut-être. Alors, les choses ont bien changé depuis cette époque. Nous sommes au XXIe siècle et depuis plusieurs années, même décennies, dans le but de dépsychiatriser, dans le but de dépathologiser le phénomène, on ne parle plus de transsexualisme. J'ai employé ce mot, mais il pourrait susciter de violentes critiques. On parle de transgenrisme, de personnalité transgenre. Bref, quelle que soit la dénomination, je ne rentre pas dans le débat, je dirais que cette dysphorie de genre, cette inadéquation soulève des questions. Vous allez me dire lesquelles et quel est le rapport avec notre sujet. Vous allez le voir. Elle soulève bien des interrogations. La première, c'est d'abord comment comprendre
une telle inadéquation? Comment la comprendre? La deuxième, c'est est-ce qu'il s'agit ou non d'un phénomène pathologique? Certains le contestent en tout cas. Hein. Et puis, troisième question, est-ce qu'il faut accepter, le cas échéant, la demande de réassignation sexuelle, ce qui peut aller du traitement hormonal jusqu'à des opérations chirurgicales relativement lourdes et symboliquement très lourdes, je dirais. Pensons tout simplement à l'émasculation, dans le cas donc d'un transgenre male to female, parce qu'on a deux cas bien sûr, hein, le cas du transgenre male to female et le cas du transgenre female to male, pour reprendre le vocabulaire qui est utilisé en l'occurrence. Alors, je vous dis tout de suite que mon ambition aujourd'hui, dans cette intervention, n'est pas de répondre directement à ces questions. Mais si je les évoque, et si j'évoque la dysphorie de genre, c'est parce qu'il me semble que le phénomène met en scène, me semble-t-il, très précisément la question de la liberté du soi dans son rapport au destin. Et en effet, au nom de ce qu'il est ou de ce qu'il pense être, un homme ou une femme, le transgenre, dénonce le sexe qui lui a été assigné à la naissance. Être soi pour un transgenre, c'est échapper au sexe que la société et la biologie lui assignent. Le transgenre veut pouvoir choisir librement et son genre et son sexe. Mais la question à ce moment-là se pose, mais qu'est-ce que ça signifie, en l'occurrence, être soi? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il n'y a pas un contresens sur ce que signifie être soi? En fait, cette expression « être soi » est très, très ambiguë, très énigmatique, très obscure. Et j'ajouterais, est-ce que être soi n'exige pas, au contraire, d'accepter son destin? Et je voudrais essayer de répondre à ces questions en réfléchissant tout d'abord, ce sera un premier point très général, en réfléchissant tout d'abord sur ce que j'appellerais l'incompréhension moderne de la notion de destin. Et ensuite, dans un deuxième et troisième temps, je voudrais réfléchir sur deux significations bien distinctes de l'être soi. Être soi au sens de l'authenticité et puis être soi au sens de l'autonomie. Mais d'abord, je commence par réfléchir sur cette notion de destin et l'incompréhensibilité, me semble-t-il, c'est une interprétation, l'incompréhensibilité avec laquelle, de nos jours, on accueille l'idée même de destin. Et pour le plaisir, je voudrais, afin de mieux introduire mon propos et cette notion de destin, je voudrais rappeler une exhortation du maître à son disciple que je trouve dans le manuel d'Épictète. Je vous la lis. Souviens-toi, c'est bien une exhortation, souviens-toi que tu es acteur dans une pièce, longue ou courte, où l'auteur a voulu te faire entrer. S'il veut que tu joues le rôle d'un mendiant, il faut que tu le joues le mieux qu'il te sera possible. De même, s'il veut que tu joues celui d'un boiteux, celui d'un prince, celui d'un plébéien, car c'est à toi de bien jouer le personnage qui t'a été donné, mais c'est à un autre de le choisir. Alors, vous avez bien sûr deviné que cet autre, pour Épictète, pour les stoïciens, cet acteur, cet auteur et metteur en scène qui écrit et distribue les rôles, c'est bien sûr évidemment le destin pour Épictète. Ce destin qui, pour les stoïciens, se confond avec la raison du monde, avec le logos. Et la leçon que nous devons tirer de cette maxime, de cette exhortation, la leçon, c'est tout d'abord que le monde n'est pas livré au hasard, comme le pensent les épicuriens, les adversaires de l'époque. Le monde n'est pas livré au hasard, mais il y a un ordre du monde. Et ce qui arrive ne peut pas ne pas arriver. Par suite, il faut bien distinguer, c'est une distinction fondamentale du stoïcisme, mais qui déborde le stoïcisme, il faut bien distinguer entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Ainsi, il dépend de nous de bien jouer le rôle qui nous échoit, c'est-à-dire de l'accepter au lieu de le déplorer, au lieu de le refuser, au lieu de se révolter.
mieux il s'agit d'y acquiescer et d'une manière générale d'acquiescer à tout ce que nous réserve le destin. Car telle est la condition, au moins aux yeux de la philosophie antique, telle est la condition de ce que la philosophie grecque appelle l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble, qui est la condition de la sérénité. Accepter sa condition. Alors, je me permets de rappeler une chose que vous connaissez sans doute bien, cette notion de destin chez les stoïciens, mais si je me permets de la rappeler, c'est à la fois pour souligner son antiquité, sa vénérabilité, si je puis dire, rappeler aussi qu'elle est reprise sous une forme pas très différente, au fond, chez Nietzsche, quand Nietzsche parle de l'amor fati, de l'amour du destin. Et j'ajouterais que de nos jours, force est de reconnaître que cette notion nous est devenue profondément étrangère. L'idée que ce qui nous arrive ne dépend pas de nous, que cela en quelque sorte est écrit, c'est une métaphore qu'on utilise souvent pour parler du destin, que donc cela en quelque sorte est écrit à l'avance, et l'idée que nul n'échappe à son destin, l'idée qu'on puisse, comme Oreste, être condamné à venger son père, Agamemnon, et à tuer sa mère, Clytemnestre, et l'amant de sa mère, Égiste. J'ai vu il y a 2 jours à l'Opéra Bastille Electra de Strauss, donc j'ai le tout dans la tête et je vous recommande d'y aller. Donc que l'on puisse recommander, qu'on puisse penser qu'on est condamné à tout cela, qu'on puisse être condamné comme Antigone aussi à enterrer le corps de son frère, désormais tout cela est dépourvu de sens pour nous. Ce sont des mythes, mais des mythes qu'on ne comprend même plus. Et pour une raison très simple, c'est que, me semble-t-il, nous n'admettons plus que des forces supérieures décident du cours de notre existence. Et donc, nous ne sommes plus en état même de comprendre Descartes, qui pourtant n'est pas si loin de nous, XVIIe siècle. Nous ne sommes même plus en état de comprendre Descartes lorsque, à la suite des stoïciens, Descartes se donne pour maxime d'une morale par provision, une maxime que vous connaissez sans doute, tâchez à se vaincre plutôt que la fortune et à changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. Une telle maxime, je dirais, passe même de nos jours pour scandaleuse, du moins dans certains esprits, du moins dans les esprits pour lesquels se soumettre à l'ordre du monde est inadmissible, intolérable, précisément alors qu'un autre monde est possible. Je vous laisse entendre ou non la référence politique. Et donc, à cette idée de destin ou encore de fatalité que Jacques Offenbach, pour ceux qui connaissent La Belle Hélène, tourne de manière si plaisante en dérision, cette notion de destin, elle nous est devenue, je dirais, étrangère à nous modernes. Pourquoi? Parce que nous lui opposons la liberté au sens politico-juridique et au sens existentiel. Au sens politico-juridique, vous le connaissez bien, ce sens, c'est la liberté qui est synonyme de droit subjectif. Au sens existentiel, qui m'intéresse plus, c'est la liberté au sens de l'être de l'homme, au sens où l'homme dans son être est un être possible, de telle sorte qu'il lui revient de se choisir. Et évidemment, ici, je fais implicitement référence au Zu-Sein de Heidegger, mais je ne veux pas développer ce point un peu technique. Et donc, ce qui me frappe de nos jours, c'est que, et c'est un exemple que j'aime bien, dans de très nombreuses sociétés, le mariage est une affaire beaucoup trop sérieuse pour être laissée à la discrétion des enfants. Dans de très nombreuses sociétés, je prends un exemple très précis, celle des Indiens Jivaro-Achuar, étudiée par Philippe Descola, professeur actuellement au Collège de France. Eh bien, dans cette société, on se marie entre cousins croisés. Nous sommes convaincus, en revanche, nous sommes convaincus, nous modernes, que chacun doit pouvoir se marier librement en écoutant les inclinations de son cœur. Et donc, vous voyez, cette exigence de liberté, au fond, j'aimerais vous faire sentir à quel point elle est étonnante, en tout cas pour de très, très nombreuses sociétés qui ne sont pas les nôtres. Elle est très étonnante parce que, en fait, elle s'étend bien au-delà de la question du mariage. Cette question, cette exigence de liberté, elle se porte non seulement sur le choix du conjoint, mais elle s'étend concernant la profession, concernant le lieu de résidence, concernant la vie sexuelle, concernant son alimentation, concernant son mode de déplacement, concernant son habillement.
Je m'arrête là. L'idée d'un uniforme est pour nous, de nos jours, inadmissible. L'idée qu'on m'impose de m'habiller d'une certaine manière, ça n'a pas de sens, même si ça a eu un sens il y a quelque temps encore. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de souligner, dans ce premier temps, cette forme d'absolutisation de la liberté qui caractérise notre société. Cette forme d'absolutisation de la liberté individuelle et, du même coup, ce refus de la fatalité ou du destin. Et il me semble que ici, on entre peut-être dans une impasse, en tout cas dans une situation qui est peut-être un peu inquiétante. Parce que même si on abandonne l'idée stoïcienne que tout ce qui arrive est nécessaire et qu'il n'est qu'en notre pouvoir d'y acquiescer, n'est-ce pas néanmoins proprement ignorer la condition humaine en tant que telle que de vouloir être comme maître et possesseur de sa propre existence? Et évidemment, quand je l'utilise l'expression comme maître et possesseur, je me réfère à Descartes, qui avait esquissé le projet d'un homme qui deviendrait comme maître et possesseur de la nature. Eh bien, il me semble que nous avons franchi un pas supplémentaire, c'est que nous prétendons, nous, être comme maître et possesseur de notre existence. Et il me semble que la dysphorie de genre illustre très bien ce projet, cette ambition. Et c'est pourquoi il me semble important de se réapproprier l'idée de destin, quitte à la redéfinir, bien sûr. Et ici, je voudrais rendre hommage à Maldinet, c'est l'occasion que j'aimais. Je voudrais rendre hommage à Maldinet, mais aussi à Heidegger, qui, au fond, permettent de repenser la notion de destin. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais me permettre de survoler, mais il me semble qu'il y a un point important dans cette notion, dans cette réélaboration de la notion de destin, c'est la notion de facticité. La notion de facticité qui est élaborée par Heidegger et qui est reprise, bien sûr, par Sartre, et puis aussi qui est reprise par Maldinet. Et pour préciser mon propos, je voudrais reprendre et expliciter la définition que Maldinet donne de la facticité. Il en donne une définition très ramassée que je voudrais expliciter. Maldinet écrit ceci: la facticité n'est pas l'état d'une chose, c'est un mode d'être, le mode d'un étant dont l'être a la forme de l'exister. Elle est l'indissociable union de l'être jeté, Geworfenheit, et de la transcendance. Alors, il faut le reconnaître, souvent la prose de Maldinet est très resserrée, très dense, et on ne comprend pas comme ça. J'essaye d'expliciter cette formule. Que veut nous dire Maldinet? Eh bien, d'abord, une première chose, c'est que la facticité caractérise avant tout l'existence. Nous sommes des existants. On peut dire Dasein, si on est heideggerien. On peut dire présence, comme souvent le dit Maldinet pour traduire Dasein. On peut dire existence, existant. Pour ma part ici, je me contenterai de dire être humain. Mais cet être humain, c'est un être qui existe. Et exister, ici, a un sens très précis. Ce n'est pas subsister. La chose, la pierre, subsiste. Elle est ce qu'elle est. Alors que l'homme existe. Il a à être. C'est un être possible. Et là, il y a un fossé qui se creuse. Et cette existence, elle combine deux déterminations fondamentales, nous dit Maldinet, pour préciser la notion de facticité. L'existence, elle combine deux déterminations fondamentales, à savoir l'être jeté au monde, ce qu'on appelle en allemand la Geworfenheit, on est jeté au monde, on surgit, mais on est jeté, on ne sait pas ce qu'on y fait. On est jeté au monde et, en même temps, cet être jeté au monde est ouverture au monde. Les deux sont inséparables. Ouverture au monde, c'est la transcendance, c'est le sens de la transcendance. Et maintenant, on peut préciser, parce que tout ça est bien, je dirais, bien théorique, si vous me permettez ce mot, pour préciser ce concept de facticité, on peut tout simplement dire que la facticité enveloppe l'ensemble des conditions qui s'imposent à tout être humain, à partir du moment où il existe. Ça ne concerne pas les pierres ni les animaux. Cet ensemble de conditions, on peut les énumérer dans le désordre, peu importe. Nous le savons bien, nul n'a choisi d'exister. Nul n'a choisi de naître, nul n'a choisi de mourir. Nul n'a choisi sa date et son lieu de naissance. Nul n'a choisi son corps qui lui permet d'exister. Nul n'a choisi son sexe. Nul n'a choisi, et je pense à Zondi tout d'un coup, nul n'a choisi son patrimoine héréditaire.
avec tout ce que cela implique. Et Dieu sait si pour Zondi, c'était important, ça. Nul n'a choisi ses parents, nul n'a choisi sa famille, sa langue maternelle, nul ne choisit sa culture dans laquelle il grandit et grâce à laquelle il devient ce qu'il est. J'ajouterais même, nul ne choisit son prénom. Et vous avez des gens qui veulent choisir leur prénom. Ça me semble très étrange, ça. Il me semble que là, déjà, il y a une sorte d'excès de la liberté. Vous trouvez des gens qui vous disent « Ah non, non, mais moi, mon prénom, ce n'est pas celui que mes parents m'ont donné. Mais le prénom, c'est précisément ce qu'on a reçu. Ce n'est pas un prénom, celui qu'on se donne. Du moins, c'est un autre, mais ce n'est pas notre prénom de naissance. » Je ne développe pas plus, vous avez compris mon idée. C'est que tout cela, naissance, époque, parents, langue, culture, conditionne ce que nous sommes, conditionne notre histoire, conditionne ce qu'on pourrait appeler notre destin. Et donc, il nous revient à nous de jouer le rôle que nous réserve le destin. Et vous voyez qu'on peut redonner un sens à cette notion de destin très simplement. Je me suis contenté de revisiter cette notion à partir du concept de facticité. Alors maintenant, que signifie être soi-même ? J'aimerais aborder cette notion, donc de mon deuxième temps, j'aimerais aborder cette notion en la resituant bien sûr dans le cadre de la facticité, du destin et de la liberté. Et il me semble qu'il y a un premier sens, un petit peu technique, je le reconnais, que certains d'entre vous connaissent bien, c'est l'être soi-même, la Selbstheit pour le dire en allemand, c'est l'être soi-même au sens de l'authenticité. Je ne vais pas multiplier les mots allemands, ça ne sert à rien. Et ici, je voudrais commencer mon propos sur l'authenticité par une remarque très simple. C'est que quand on s'interroge sur la possibilité d'être soi-même, cela signifie qu'on envisage la possibilité de ne pas l'être. Et il y a ici un paradoxe. Comment un être pourrait-il ne pas être ce qu'il est ? Et ici, je vais prendre une chose très simple, un exemple très très simple. L'eau, par exemple, ne peut pas ne pas être de l'eau. Alors, bien sûr, l'eau peut prendre une forme solide, liquide, gazeuse, bien sûr, mais elle demeure de l'eau. Mais ce qui s'applique à l'eau ou à n'importe quelle chose ne s'applique pas à l'être humain. Et c'est ça le paradoxe. C'est qu'effectivement, l'être humain est cet être qui existe et qui, je dirais, parce qu'il existe, et contrairement aux autres êtres, parce qu'il existe, a précisément la possibilité de ne pas être soi-même. C'est ça qui est étrange. Il a la possibilité d'être étranger à soi-même. Être étranger à soi-même, c'est une formule pour désigner le concept d'aliénation. L'être humain a la possibilité de s'aliéner. Et c'est précisément ce que Heidegger appelle l'inauthenticité. C'est rien d'autre. L'inauthenticité dans ein und sein, dans être étant, c'est la possibilité pour l'être humain d'exister sur un mode, le mode du ne pas être soi. Et à ce mode d'existence, il oppose l'authenticité, l'être soi. Et donc, il y a deux grandes possibilités pour Heidegger. Deux grandes possibilités, la possibilité d'être soi ou de ne pas être soi, la possibilité de l'authenticité ou de l'inauthenticité. Et dans le cas de l'inauthenticité, très simplement, ce qui la caractérise, c'est que l'être humain se fuit lui-même. Il fuit sa facticité. Il fuit son être en tant qu'être jeté et en tant que transcendance. Ainsi, alors que l'existence inauthentique se caractérise par la fuite, qui est fuite au fond face à la condition humaine, l'authenticité, être soi-même, consiste au contraire à assumer résolument son être au monde. Et nous comprenons ainsi qu'être soi-même, l'authenticité, ce n'est rien d'autre pour Heidegger qu'une manière d'exister, une manière d'être au monde. Plus concrètement encore, l'inauthenticité chez Heidegger est très étroitement liée à la déchéance. La déchéance de l'être humain qui succombe à une dictature, une tyrannie, qui est ce que Heidegger appelle la dictature du on, c'est-à-dire au fond la dictature de la société, la dictature anonyme du collectif, mais d'un collectif anonyme.
Comme l'écrit Heidegger dans Être étant, sous la domination du on, nous nous réjouissons et nous nous amusons comme on se réjouit. Nous lisons, voyons et jugeons en matière de littérature et d'art comme on voit et juge. Nous nous retirons aussi de la grande masse comme on s'en retire. Nous nous trouvons révoltants ce que l'on trouve révoltant, etc., etc. À l'opposé, qu'est-ce que l'authenticité? L'authenticité consiste pour l'être humain à assumer son être au lieu de le fuir, nous l'avons dit. Hein. Assumer son être au lieu de le fuir dans des conduites anonymes, et en particulier à assumer son être dans sa possibilité la plus propre, qui n'est autre, pour Heidegger, que la mort. Et on ne saurait trop insister sur l'importance de cette détermination que Heidegger appelle existentielle, pour en souligner l'importance. On ne saurait trop insister sur l'importance de la mort, de telle sorte que, au fond, l'être humain, plus qu'un Dasein, dira Heidegger à la fin, c'est un mortel. C'est-à-dire un être qui vit, qui existe, mieux, qui existe en permanence en fonction de sa fin. Je dirais ceci, alors évidemment, là, il y a des questions d'âge qui jouent, mais pour ma part, il n'est pas un seul jour où je ne pense pas à ma propre mort, à ma propre disparition. Hein. Je ne vais pas dire, pas une seule heure, il ne faut pas exagérer, mais pas un seul jour. Hein. Et c'est une dimension très, très importante de l'existence, que Heidegger a, contrairement à Sartre, et là je donne tort à Sartre, Sartre considère qu'on meurt par-dessus le marché. Il n'a pas du tout saisi, me semble-t-il, ce que Heidegger saisit très, très bien, et qui est au cœur de l'authenticité. C'est vivre justement d'abord en assumant sa condition, en assumant son être mortel, c'est le Sein zum Tod, c'est-à-dire assumer son être mortel, le fait que nous existons avec cette temporalité, qui est une temporalité finie, qui est la temporalité dont le terme est bien sûr notre propre disparition, notre propre mort. Enfin, je voudrais souligner que la déchéance et la soumission à la dictature du on, c'est-à-dire donc à l'emprise de la société sur les individus, offre à l'être humain une certaine sécurité, une certaine tranquillité, une certaine sécurité et tranquillité d'esprit. Si, en un sens, les autres ont confisqué son être à l'être humain, hein, si, en un sens, les autres m'ont confisqué mes propres possibilités, il est tout aussi vrai de dire que les autres m'ont déchargé de mon être, du fardeau de mon existence. Et ici, il faut bien comprendre que la déchéance et l'inauthenticité sont ambiguës. Parce que certes, la déchéance est synonyme de chute, mais en même temps de sécurité. La déchéance est synonyme d'une certaine, entre guillemets, sérénité. Dans la mesure où, dans l'inauthenticité, j'échappe à l'angoisse fondamentale qui caractérise l'existence. J'échappe à l'angoisse qui caractérise l'être face à son être au monde. Et donc ici, il faut bien aussi comprendre que l'inauthenticité a une dimension de confort. Se perdre dans le on, fuir sa propre mort dans le divertissement, se masquer l'étrangeté de son existence dans un monde dans lequel nous ne sommes pas chez nous, voilà tout ce que permet l'inauthenticité et la dictature du on et la soumission à cette dictature. Pour finir ce deuxième point, je voudrais me formuler deux objections à cette thèse de Heidegger, deux objections qui vont me permettre aussi d'introduire ma troisième partie. Ces deux objections, je les emprunte à un philosophe contemporain, phénoménologue, que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Claude Romano, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. C'est certainement actuellement, quand on dit qu'il n'y a pas de philosophe, que après Foucault et Deleuze, il n'y a plus rien. Non, 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 non. Ne désespérez pas. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en ce moment et qui travaillent très bien et dont les œuvres se construisent et sont tout à fait intéressantes. Parmi ces personnes, je citerai donc Claude Romano, qui est un ami. Et je remarquerai, je ferai deux objections en m'appuyant sur ces travaux. Notamment, je vous recommande un ouvrage qu'il a publié, alors un petit peu long, c'est son défaut, c'est Être soi-même, une autre histoire de la philosophie. C'est un livre qui fait, mais évidemment, il fait 700 pages. C'est publié chez Gallimard. C'est un petit peu long, mais on n'est pas obligé de tout lire. Hein. Et la qualité de Claude Romano, c'est qu'il écrit très très bien et très clairement.
Ce qui fait qu'on n'est jamais noyé dans un vocabulaire très technique. On suit toujours son propos de manière vraiment confortable, si je puis dire. Et dans cet ouvrage, bien sûr, il aborde la question de l'authenticité chez Heidegger. Et Claude Romano s'interroge. Il dit, mais au fond, chez Heidegger, l'authenticité, le choix de l'authenticité, est-ce qu'il est possible? Et il dit ceci, suffit-il de prendre la résolution d'échapper à la dictature du on? Suffit-il d'en prendre la résolution pour exister sur un mode authentique? Suffit-il d'en prendre la décision pour se trouver comme miraculeusement affranchi de tout conditionnement social, de tout modèle inconscient, de toute norme nous façonnant à notre insu, de toute suggestion à un désir d'approbation par les autres, ou du moins par ceux qui comptent pour nous? Autrement dit, est-ce qu'on échappe à la tyrannie du on? Je ne pense pas. Je ne suis pas sûr. Je ne crois pas qu'on puisse. C'est la condition humaine elle-même. Et donc, cette idée qu'on pourrait, au fond, échapper au sens commun, ne serait-ce que dans nos questions très matérielles, la manière dont on s'habille, dans nos us et coutumes, est-ce qu'on peut y échapper? Je crois que même, je ne suis pas sûr que c'est un grand sens. Et là, je voudrais évoquer Binswanger. Un point important chez Binswanger, c'est que la santé, pour Binswanger, elle est toujours synonyme d'appartenance au monde commun, au koinos cosmos. Et donc ici, je m'interrogerais, vous voyez, sur cette volonté heideggerienne d'être soi, au sens d'échapper à la tyrannie du on. Je crois qu'on n'y échappe pas. Ce qui ne veut pas dire non plus que nécessairement on doit se masquer son être mortel et la temporalité finie qui est la nôtre. C'est autre chose. Mais il me semble qu'il y a une dimension qu'on peut critiquer dans la question, dans la thématique de l'authenticité chez Heidegger, c'est cette dimension qui voudrait qu'on se soustrait à l'emprise des autres. Non. Et même, je me méfierais, vous savez, moi je me méfie, je vous le dis en passant, je me méfie des gens qui ne sont pas à la mode, qui ne sont pas habillés à la mode. Non, pas bon signe ça. J'aime bien que quelqu'un soit... Parce qu'être à la mode, c'est être avec les autres. C'est être ensemble. De manière futile, superficielle. Mais c'est quand même une manière d'être ensemble. Ceux qui ne sont pas ensemble, ils s'écartent plus souvent. Et pour moi, c'est déjà mauvais signe. Mais bon, je ne développe pas plus. C'est vrai. Il y a un deuxième argument que je voudrais, une deuxième objection que je voudrais emprunter à Claude Romano à nouveau, c'est qu'on pourrait reprocher à cette conception de l'être soi d'être trop formelle, dans la mesure où elle se tient sur le plan de la condition humaine sans entrer dans le concret de l'existence, sans entrer dans le concret des décisions qui en déterminent le cours. Et c'est pourquoi je voudrais envisager une autre interprétation de l'être soi-même qui n'est peut-être pas exclusive de celle de Heidegger, que je vais envisager plutôt de manière complémentaire. Et cette autre interprétation, à nouveau, je l'emprunte à Claude Romano, mais à un autre petit livre de lui, alors là, qui est très court, 100 pages, mais magnifique. C'est un petit livre intitulé La liberté intérieure, une esquisse, paru en 2020 chez Hermann, l'éditeur. Et je vous recommande beaucoup ce petit texte sur lequel je vais m'appuyer pour envisager une autre manière d'être soi-même, toujours dans le cadre de cette opposition entre liberté et destin. Et là, je vais recourir à un artifice. Je vais suivre l'analyse que fait Claude Romano d'un texte que vous connaissez peut-être, même sans doute. C'est le roman La princesse de Clèves, de Madame de Lafayette, bien sûr. Et je voudrais voir, partir de l'analyse de ce roman, et je vais suivre l'analyse qu'en fait Claude Romano, je voudrais voir ce que signifie être soi-même à partir justement de ce roman de La princesse de Clèves. Je rappelle d'abord en quelques mots l'intrigue, parce que pour savoir, rafraîchir au moins la mémoire, cette intrigue du roman donc, de Madame de Lafayette, qui est publié au XVIIe siècle, mais dont l'action se situe un siècle plus tôt. C'est donc un roman historique. Les protagonistes sont au nombre de 3. Il y a le prince de Clèves, Mademoiselle de Chartres, future princesse de Clèves, et le duc de Nemours. Je simplifie évidemment énormément. C'est un roman très riche, magnifique. Au début du roman, Mademoiselle de Chartres est une jeune femme de 15 ans, d'une grande beauté et également d'une grande vertu. Et elle est introduite par sa mère à la cour du roi de France, Henri II.
afin d'y trouver un parti à la hauteur de son rang. Le prince de Clèves la rencontre, tombe passionnément amoureux d'elle et la demande en mariage. Alors, bien que sa fille ne partage pas la passion du prince de Clèves pour elle, Madame de Chartres, la mère donc de Mademoiselle, Madame de Chartres accepte de donner sa fille en mariage au prince de Clèves. Quelque temps après le mariage, la princesse de Clèves rencontre à une fête le duc de Nemours, qui tombe à son tour passionnément amoureux de la princesse de Clèves, au point même de renoncer pour elle à ses prétentions à la couronne d'Angleterre, ce qui permet de mesurer la force de son sentiment. La princesse de Clèves, elle, de son côté, choisit de fuir la cour et ainsi de s'éloigner du duc de Nemours, pour lequel elle nourrit, on va dire, une passion grandissante. Le prince de Clèves soupçonne la princesse de ne pas lui être fidèle, et alors même que la princesse lui jure une fidélité absolue, le prince de Clèves meurt de chagrin à l'idée que la princesse puisse aimer un autre homme que lui. Quelque temps après le décès du prince, donc la princesse est veuve, le duc de Nemours rencontre la princesse et la demande en mariage. Elle est libre, elle est veuve. Et la princesse, tout en lui avouant sa propre passion et la réciprocité des sentiments, ajoute que cet aveu n'aura pas de suite et que bien que veuve et libre, elle ne l'épousera pas. Voilà, c'était un petit peu long, mais il fallait rappeler ça pour comprendre maintenant la question et la réponse qu'on va donner à cette question. La question, c'est d'abord, très simplement, c'est comment interpréter cette décision de la princesse. Et la thèse, alors discutable, hein, mais au fond c'est secondaire, parce qu'il y a la thèse philosophique et puis l'interprétation littéraire. La thèse de Claude Romano, c'est que cette décision de la princesse de Clèves, donc en dépit de son amour, de ne pas épouser le duc de Nemours, cette décision est une manifestation exemplaire de sa liberté. Car, écrit-il, être libre, ce n'est pas seulement pouvoir agir de manière non entravée, c'est aussi pouvoir, vouloir et choisir de manière pleinement autonome, c'est-à-dire de telle manière que cette volonté et cette décision expriment l'être que nous sommes et manifestent un accord de cet être avec lui-même. Et autrement dit, la thèse que je voudrais développer brièvement, parce que le temps passe, la thèse que je voudrais développer, c'est avec Claude Romano, c'est que cette décision apparemment déroutante de la princesse de Clèves, c'est une décision qui témoigne de son être soi-même. C'est une décision qui témoigne de son adéquation avec elle-même. Essayons de comprendre ce point. En renonçant à épouser l'homme qu'elle aime, la princesse de Clèves accède paradoxalement à une véritable liberté intérieure qui lui permet enfin d'être soi, d'être elle-même. En effet, depuis sa rencontre avec le duc de Nemours, elle n'a cessé de combattre son inclination. De combattre son inclination pour le duc, respectant les devoirs que lui impose son sexe, sa condition, son rang dans la société. Ce faisant, la princesse se retrouve dans cette situation typique de division intérieure et de tourment d'une âme tiraillée entre des volontés ou des désirs contradictoires. Aussi tente-t-elle de surmonter cette division intérieure de différentes manières, soit en se masquant sa passion, non, je l'aime pas, je l'aime pas, je l'aime pas, d'accord, soit donc en se masquant sa passion pour le duc de Nemours, soit en fuyant la cour où elle risque de le rencontrer. Elle illustre à sa manière cette situation que vous connaissez bien, qui a été décrite notamment par saint Paul dans les Épîtres aux Romains, par saint Augustin dans ses Confessions, et que résume la célèbre formule d'Ovide, vidéo meliora proboque, deteriora. C'est quoi? Je vois le meilleur, je l'approuve et je fais le pire. En revanche, la princesse veuve retrouve sa sérénité en décidant de ne pas épouser le duc de Nemours, en dépit de son inclination pour lui.
Sa décision, en effet, répond à 2 motifs, qu'elle expose d'ailleurs au duc, dans une très belle page. D'une part, elle tient à rester fidèle à la mémoire de son mari, dont elle n'a pas été certes amoureuse, mais qu'elle a toujours respectée, et dont elle ne veut pas trahir la mémoire. D'autre part, si elle reconnaît son inclination pour le duc, elle sait qu'elle ne pourra jamais la vaincre, cette inclination. Et elle aspire néanmoins au repos. À un repos qu'elle sait ne pas pouvoir trouver dans ce nouveau mariage parce qu'elle connaît le duc de Nemours. Elle sait que, étant donné son caractère, le duc de Nemours ne pourra pas demeurer longtemps fidèle à sa parole. Et elle ne se sent pas capable d'affronter les affres de la jalousie. Ainsi, cette décision de la princesse est comme une synthèse d'aspirations conflictuelles qui permet à la princesse d'accéder à cette unité intérieure, à cette adéquation à soi. Bref, en un mot, d'être elle-même, d'être soi. C'est donc pas en privilégiant telle ou telle aspiration et en choisissant la domination d'une partie d'elle-même sur une autre qu'elle peut parvenir à être elle-même. Mais au contraire, c'est en prenant en compte aussi bien ses aspirations que sa condition de princesse, de veuve, qu'elle peut exister sans se faire violence et en pouvant être elle-même. Est-ce qu'il me reste 5 minutes pour ma conclusion? Oui. Conclusion en quelques mots, parce que j'ai parlé un petit peu longtemps, je me rends compte. Conclusion en quelques mots. Eh bien, je voudrais reprendre un auteur que Maldinet appréciait tout particulièrement, c'est Binswanger. Et je voudrais reprendre un cas très énigmatique. C'est le cas Hélène West de Binswanger. C'est une patiente à laquelle le Binswanger a consacré une longue étude, qu'il tenait pour schizophrène, le diagnostic contesté de nos jours. Et Binswanger note à propos donc d'Hélène West, que les psychiatres sont très souvent confrontés à des malades qui sont insatisfaits de leur destin. Il emploie le mot allemand Schicksal. Soit parce que le destin ne les a pas fait hommes ou ne les a pas fait femmes, soit parce qu'il leur a donné ses parents-ci et non ses parents-là, soit parce qu'ils sont nés dans tel pays, dans tel milieu social, avec cette petite taille ou avec cette grande taille, etc. Et tel est le cas d'Hélène West, dont l'existence est dominée par le désir de n'être pas ce qu'elle est, et qui se désespère d'être qui elle est, d'être soi-même. Pour Hélène West, le destin l'a voulu grosse et forte alors qu'elle aspire uniquement à être mince et délicate. En fait, Hélène West aspire à ne pas être incarnée. Elle aspire à ne pas avoir de corps. Pour Hélène West, le destin, donc, s'est trompé. Hélène West refuse d'être une femme. Elle rejette la maison de ses parents. Elle rejette sa classe sociale. Elle ne veut pas devenir vieille, sotte, affreuse, dit-elle. Et déjà, note Binswanger, à 9 mois, Hélène West refusait le lait et dut être nourrie avec du bouillon de viande. Elle écrit même un poème là-dessus. Je vous cite juste la fin. Elle s'adresse à Dieu dans ce poème et elle écrit « Créateur, Créateur, reprends-moi, crée-moi une seconde fois et mieux que je ne suis. » Étrange prière. Ainsi, Hélène West est hantée par l'aspiration à être soi en étant autre que soi. Elle caricature, je dirais, d'une manière pathologique, ce refus de soi qui est avant tout refus de la facticité, refus du destin. Et nous avons vu tout à l'inverse qu'être soi, c'est non seulement choisir l'authenticité, on l'a vu avec Heidegger, mais c'est aussi assumer, c'est assumer son être jeté, sa transcendance, mais c'est aussi décider concrètement de son existence en accord avec soi, c'est-à-dire en prenant en compte ses différentes motivations, sa situation, ses aspirations, en tentant de les concilier. Et donc ici, et ça me permettra ce sera mon dernier mot, nous retrouvons au fond une conception évoquée par Léopold Zondy, qui était aussi un auteur cher à Maldinet. Léopold Zondy qui tentait d'articuler destin-contrainte et destin-choix. Je vous remercie.
10 heures. Normalement, j'aurais dû m'arrêter. Oui. Avec plaisir. Avec plaisir. Oui. Merci. Bon. C'est des lieux magnifiques. Hein. Vous avez de la chance. Je connais la Clateau de Paris, mais non, je suis bien d'accord. Ah bah oui. C'est des bâtiments. Ouais, c'est une sorte de néo. Excusez-moi, non, ne bougez pas.